Je me souviens précisément du jour où j'ai décidé que leur bonheur devait mourir. C'était il y a 3 ans. Quand Antoine, mon propre frère, m'a regardé droit dans les yeux et m'a accusé publiquement d'avoir détourné l'héritage de notre père. Pourtant, j'avais tout sacrifié pour le sauver, 6 mois de prison à ma place, et en retour, ils m'ont effacé de leur vie comme on raie une tache sur une nappe blanche. Je n'ai jamais été une femme violente. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé avec un bruit sec. Irréparable. J'ai compris que le pardon n'était pas une vertu, c'était une faiblesse dont profitent les prédateurs. Tout a commencé bien avant. Dans cette vieille maison de famille à Bordeaux où l'odeur de vin vieilli se mêle à celle des regrets. Papa venait de mourir, laissant derrière lui une montagne de dettes fiscales que personne n'avait vu venir, sauf Antoine, qui avait investi l'argent familial dans une start-up hasardeuse sur les conseils d'Élise, sa fiancée d'alors. Quand les enquêteurs ont frappé à la porte, Antoine s'est effondré. Il m'a supplié à genoux dans la cuisine, les larmes aux yeux, Claire. Si je vais en prison, Élise me quittera. Le bébé qu'on attend n'aura pas de père. Prends la faute. Juste le temps que je rembourse tout. Je te jure sur la mémoire de maman. J'ai dit oui. Parce qu'il était mon petit frère. Parce que j'avais toujours été celle qui réparait, qui protégeait. J'ai signé les aveux falsifiés. Accepté le marché avec le procureur. 6 mois à Fleury-Mérogis. 6 mois où je n'ai reçu aucune lettre. Aucune visite. À ma sortie, j'étais une ombre. Casier judiciaire. Comptes vides. Amis disparus. Et eux, ils annonçaient leur mariage dans le journal local, Antoine Duval et Élise Marchand s'unissent dans la joie. Mon nom n'apparaissait nulle part. Comme si je n'avais jamais existé. Pire, en verifiant mes relevés bancaires. J'ai découvert l'impensable. Pendant mon incarcération, quelqu'un avait contracté des emprunts à mon nom. 150.000 euros. Transfert vers des comptes que je reconnaissais, ceux d'Antoine et Élise. Le mariage somptueux au château de la Côte. Les voyages de noces aux Maldives. La nouvelle appartement haussmannien à Paris, tout payé avec ma signature volée. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fermé les yeux et laissé la haine s'installer. Profonde. Patiente. À la manière française, sans cris. Sans gestes excessifs. Mais absolue. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vis dans un petit 2 pièces du Marais. J'ai changé de couleur de cheveux. De style vestimentaire. Je travaille comme consultante en audit financier, ironie du sort, et je gagne bien ma vie. Assez pour engager un détective privé. Assez pour reconstituer chaque pièce du puzzle. Ce matin d'automne, la pluie fine parisienne transforme les trottoirs en miroirs noirs. Je descends à Saint-Michel, un café dans la main, et je marche vers le café de Flore où ils ont leurs habitudes du samedi. Je les observe depuis des semaines. Antoine commande toujours un expresso serré. Élise un thé au jasmin. Ils se tiennent la main comme des adolescents. Je m'installe à la table voisine, dissimulée derrière le monde déplié. Élise rit à une anecdote d'Antoine. Elle porte encore la bague de fiançailles que j'avais aidé à choisir, payée avec mes heures supplémentaires d'avant. Mon téléphone vibre. Je sais ce que c'est, le premier message anonyme que j'ai programmé moi-même. Une photo de document bancaire falsifié. Avec la légende « Vous pensiez que je ne saurais jamais ». Antoine regarde son écran. Il pâlit instantanément. Élise fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie? Rien. Un spam. Mais je vois ses mains trembler. Il reconnaît les références. Ce sont les prêts qu'ils ont contractés en mon nom. Je plie mon journal. Me lève tranquillement. Et passe près de leur table. Nos regards se croisent une fraction de seconde. Antoine me reconnaît. Ses lèvres bougent sans son, Claire. Je ne réponds pas. Je sors dans la pluie. Le cœur battant à tout rompre. Phase une accomplie, les faire douter de leur sécurité. De retour chez moi. Je sors le dossier cartonné que j'ai constitué pendant des mois. Copie d'acte. Relevé. Témoignage de banquier. Tout est là. J'aurais pu porter plainte dès le premier jour. Mais non. Je veux qu'ils sentent la lame s'approcher lentement. Le soir même. Un deuxième message arrive chez eux, une invitation à dîner signée Maître Lefebvre. Mon notaire. Mademoiselle Claire Duval souhaite vous rencontrer une ultime fois. Restaurant Le Grand Véfour. Vendredi 20h. Je sais qu'Antoine appellera le numéro indiqué. C'est moi qui décrocherai. Voix modifiée par application. Votre sœur a des choses à vous dire avant de prendre sa décision définitive. Il raccrochera sans un mot. Mais il viendra. Ils viendront tous les deux. Parce qu'ils ont peur. Et la peur est le meilleur des appâts.
Le grand Véfour est un écrin de lumière dorée sous les lambris du palais royal. J'arrive en avance. Vêtu d'une robe noire fluide qui coûte plus cher que mon loyer mensuel d'avant. Mes cheveux courts blonds cendrés encadrent un visage que le maquillage rend sévère. Presque méconnaissable. Je commande une coupe de champagne et attends. Ils arrivent avec 10 minutes de retard. Tendus comme des cordes d'arc. Élise en robe rouge sans qui moule son ventre encore plat. Elle est enceinte de 4 mois maintenant. Je le sais grâce aux détectives. Antoine en costume anthracite. Les traits tirés. Ils me cherchent du regard. Ne me reconnaissent pas tout de suite. Je me lève. Bonsoir. Antoine. Bonsoir. Élise. Élise sursaute. Antoine devient livide. Claire, souffle-t-il. Asseyez-vous. Je vous en prie. J'ai réservé la table d'angle. Ils obéissent comme des automates. Le serveur apporte le menu. Je commande pour 3, foie gras poêlé. Saint-Pierre rôti. Soufflé grand marnier. Le silence est si dense qu'on entendrait une mouche voler. Antoine finit par parler le premier. Pourquoi maintenant? Claire, après tout ce temps? Je souris poliment. Parce que j'ai enfin les moyens de vous inviter dans un endroit à la hauteur de votre mariage. 3 ans déjà. N'est-ce pas? Toutes mes félicitations. Élise serre les lèvres. Arrête ce petit jeu. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. Tout simplement. Je pose l'enveloppe Kraft sur la nappe blanche. Dedans, photos des signatures falsifiées. Relevés de transfert. Capture d'écran de leurs dépenses somptuaires. Élise rit nerveusement. C'est ridicule. Démontage. Tu es devenu paranoïaque. Je sors mon téléphone. Lance l'enregistrement audio obtenu légalement via le banquier. La voix d'Antoine demandant un prêt supplémentaire au nom de ma sœur Claire Duval. Qui m'a donné procuration. Le sang quitte le visage d'Antoine. Éteins ça tout de suite, siffle-t-il. Les tables voisines se tournent vers nous. Je baisse le volume mais pas le regard. Ou quoi? Antoine, tu vas encore me faire porter le chapeau, comme pour les impôts de papa? Élise pose une main apaisante sur le bras de son mari. Claire. On peut s'expliquer calmement. Ce qui s'est passé était compliqué. Antoine traversait une période difficile. Difficile, il a organisé un mariage à 200 000 € pendant que j'étais en détention provisoire. Je raconte tout. D'une voix posée mais tranchante. Les nuits en cellule. Les codétenus qui me prenaient pour une fraudeuse richissime. Le regard des gardiens. L'absence totale de nouvelles d'eux. Antoine a les larmes aux yeux. J'ai eu peur. Claire. Peur de tout perdre. Et moi, j'ai tout perdu pour toi. Élise tente la carte émotionnelle. On voulait te protéger aussi. Ton nom associé au scandale. Je ris froidement. Me protéger en volant mon identité, en me laissant sans 1 euro à ma sortie? Le directeur s'approche. Inquiet. Je lui glisse discrètement 500 € pour qu'il nous laisse tranquilles. Je conclus calmement, demain matin. Je dépose plainte pour usurpation d'identité. Fraude aggravée. Abus de confiance. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans. Élise se lève d'un bond. Tu ne feras pas ça. Tu détruirais ton propre frère. Il m'a déjà détruite. Ils partent précipitamment. Laissant l'addition. Je la règle avec un sourire au serveur. Mais je n'ai pas encore déposé plainte. Je veux qu'ils croient que si. Je veux qu'ils dorment mal. Je veux qu'ils se méfient l'un de l'autre. Parce que la première fissure vient d'apparaître. Les jours suivants. Je suis leur descente aux enfers à distance. Antoine perd un gros contrat avec un fonds d'investissement. Des rumeurs circulent dans les cercles bordelais. On dit que les Duval ont eu des problèmes fiscaux. Élise est écartée d'un projet important chez son agence de communication. Un client a préféré une équipe sans passif judiciaire. Moi, je prospère. Mon poste d'analyste senior me rapporte assez pour rembourser mes propres dettes et constituer une épargne. Je sors même. Revois de vieux amis qui croient que j'ai vécu à l'étranger ces années-là. Un soir de novembre. On frappe à ma porte. Antoine. Seul. Les yeux rougis. L'air hagard. Claire. Il faut que je te parle. Je le laisse entrer sans un mot. Il s'assoit sur le canapé. Tête basse. Élise est enceinte de 4 mois et demi. Si tu portes plainte, je vais en prison. Notre enfant naîtra sans père. Je sers 2 verres de vin. Je bois. Louis non. Et quand j'étais en prison, tu as pensé une seconde à mon avenir? Au fait que le stress m'a rendu stérile selon les médecins? Il pleure ouvertement maintenant.
J'ai été un monstre. Je sais. Mais c'est Élise qui a tout orchestré. Les prêts. L'usurpation. Elle disait que tu nous devais bien ça. Après t'être sacrifié volontairement. Première fissure confirmée. Élise a orchestré. Il hoche la tête. C'est elle qui a imité ta signature. Elle qui a convaincu le banquier. Moi j'ai juste laissé faire. Je reste impassible, mais mon cœur bat plus fort. Et le mariage? Pourquoi m'avoir effacé complètement? Élise. Elle disait que ton nom portait malheur. Que les invités poseraient des questions. Je pose mon verre. Rentre chez toi. Antoine. Dis à Élise que la plainte est déposée ce matin. Qu'un huissier passera demain. Il part. Brisé. En titubant. Mais toujours pas de plainte. Je veux voir qui va craquer en premier. 2 jours plus tard. Élise sonne à son tour. Seule. Le ventre légèrement arrondi sous une robe ample. Elle entre sans attendre d'y être invitée. Antoine est en train de sombrer. Il boit. Il répète que tout est de ma faute. Je ne réponds pas. Elle caresse machinalement son ventre. Je sais que j'ai été odieuse. Mais j'avais peur de perdre ce qu'on avait construit. Si tu retires la plainte, on te rembourse. Tout. Petit à petit. Je la regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas de plainte. Élise. Elle reste bouche bée. Tu as menti? Pour voir qui accuserait l'autre en premier. Et c'est Antoine qui t'a chargé. Elle pâlit violemment. Se lâche. Se faible. Tu le défendais pourtant bec et ongles. Elle se lève. Tremblante de rage. Tu joues un jeu dangereux. Claire. Très dangereux. Dangereux, comme voler l'identité de quelqu'un, comme laisser son beau-frère sacrifier sa sœur. Elle pleure maintenant. Des larmes vraies ou fausses. Je ne sais pas. Je ferai tout pour arranger ça. Tout. Trop tard. Elle claque la porte en partant. La graine est plantée. Leur couple commence à se déliter. Et moi, je continue à creuser. Décembre arrive avec son froid mordant. Paris se pare de lumière, mais mon cœur reste glacial. Grâce à un contact dans la police financière, je récupère les échanges mails et SMS entre Antoine et Élise pendant mon incarcération. Tout y est, les plans, les justifications, les moqueries parfois. Mais au milieu de ces horreurs, je tombe sur quelque chose qui me glace le sang. Un échange datant de l'année précédant la mort de papa. Antoine, les doses augmentent. Il souffre moins. Élise, tant mieux. L'héritage arrivera plus vite. Un autre, Élise envoyant une ordonnance falsifiée pour des morphiniques. Papa n'est pas mort naturellement d'un cancer avancé. Ils l'ont aidé à partir. Mon frère a tué notre père. Avec la complicité de sa femme. Je reste prostré des heures devant mon écran. Tout change. Ce n'est plus une vengeance financière. C'est une question de justice. Je contacte anonymement la brigade criminelle via un avocat spécialisé. J'envoie les premiers éléments, mais... ordonnance. Témoignage du pharmacien qui avait eu des doutes. Mais je veux les voir une dernière fois avant l'arrestation. Je les invite dans la maison de famille en Provence. Restaurée grâce au testament holographe de papa que j'avais retrouvé caché dans son bureau. Celui qui déshéritait Antoine en cas de comportement indigne. Venez passer Noël en famille. Une trêve. Pour le bébé. Ils acceptent. Séparément. Antoine arrive le 1er. Le 23 décembre. Barbe de 3 jours. Yeux injectés de sang. Il s'effondre dans le grand salon devant la cheminée. Claire. Je sais que tu sais. Pour papa. Je reste debout. Explique-toi. Ce n'était pas prévu comme ça. Il souffrait tellement. J'ai juste augmenté les doses pour abréger ses souffrances. C'était de la compassion. Mensonge éhonté. Et Élise. Elle m'a encouragé. Elle disait qu'on n'avait pas les moyens de payer les soins prolongés. Élise arrive 1 heure plus tard. Valise à la main. Jouant la femme enceinte fragile. À peine entrée. Elle accuse, c'est Antoine. Tout est de sa faute. Il m'a forcé à me taire. Antoine hurle, menteuse. C'est toi qui as apporté les ampoules. Ils s'entre-déchirent devant moi. Dans le salon où nous avons fêté tant de Noël autrefois. Je les laisse vider leur sac. Puis je parle calmement, j'ai tout transmis à la police. Les ordonnances, les témoignages,
Ils arrivent ce soir. Le silence tombe comme une lame. Antoine s'effondre à genoux. Claire. Pitié. Je suis ton frère. Ton seul frère. Élise caresse son ventre. Je porte ton neveu. Claire. Ou ta nièce. Tu vas détruire une famille innocente? Je les regarde longuement. Vous avez détruit la nôtre. Vous avez tué notre père. Vous m'avez volé. Effacé. Sacrifié. Il est temps de payer. On entend les sirènes au loin dans la nuit provençale. Les gendarmes arrivent à 22 heures précises. Les menottes cliquettent dans le silence de la maison. Antoine ne résiste pas. Il murmure seulement « Je suis désolé. » Claire. Vraiment. Élise hurle. Se débat. Invoque son état de grossesse. Les gendarmes la maîtrisent avec précaution. Je reste sur le seuil. Les regardant monter dans les véhicules banalisés. La neige commence à tomber sur les vignes nues. Je ne ressens rien. Ni joie. Ni tristesse. Juste un vide immense. Les mois suivants sont un tourbillon judiciaire. Antoine est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Élise pour complicité. Les preuves sont accablantes, mais... Messages. Témoignage du personnel soignant qui avait remarqué les surdosages. Analyses toxicologiques exhumées. Le procès a lieu à Aix-en-Provence au printemps. Je témoigne. Je raconte tout, le sacrifice pour la fraude fiscale. L'usurpation d'identité. La découverte du meurtre. La France entière suit l'affaire. Les journaux parlent de l'affaire Duval, quand la cupidité familiale tourne au crime. L'opinion publique se divise. Certains me traitent de monstre, elle a détruit son frère pour de l'argent. D'autres me voient comme une justicière, elle a révélé un parricide. Je reçois des lettres d'insultes et de soutien. Élise accouche en détention d'une petite fille. L'enfant est immédiatement placé en famille d'accueil. Antoine tente de se suicider en prison. Il est sauvé. Je ne vais pas le voir. Je vends la maison de Bordeaux. L'appartement parisien récupéré. Tous les biens. Je fais donation de la quasi-totalité à des associations. Aide aux victimes d'escroquerie. Soutien aux femmes sorties de prison. Fondation contre les maltraitances en fin de vie. Je garde juste de quoi vivre décemment. Je change de nom légalement. Je déménage à Lyon. Dans un quartier anonyme. Je reprends des études de droit pénal. Tardivement. Je veux aider celles et ceux qui, comme moi, ont été sacrifiés par leur famille. 5 ans plus tard. Je m'appelle désormais Claire Morel. J'ai 40 ans. Je suis avocate spécialisée dans les affaires familiales complexes. Je n'ai plus revu Antoine ni Élise. Il a été condamné à 22 ans. Elle a 12. La petite fille, ma nièce, a été adoptée par un couple merveilleux en Bretagne. Je suis son existence de loin. Anonymous. Je verse une pension mensuelle via un trust. Parfois, la nuit, je me réveille en sueur. Je revois le regard d'Antoine quand les menottes se sont refermées. Je me demande si j'aurais pu pardonner. Si j'avais proposé une autre voie. Si la vengeance valait ce vide en moi. Non. Ils avaient tué notre père. Ils m'avaient volé. Effacé. Laissé pour morte moralement. Ils méritaient leur sort. Pourtant, je ne ressens pas de triomphe. Juste une fatigue immense. Je marche souvent le long de la Saône à Lyon. Je regarde l'eau couler. Impassible. Comme le temps. Comme la justice. Parfois. Je n'ai plus de famille. Mais je suis libre. Et c'est un prix que j'ai payé de mon plein gré. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dit-on. Moi, je l'ai mangé jusqu'à la dernière miette. Et je n'ai plus jamais faim. Faim.